Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que les JO, les cérémonies d'ouverture ont été une sorte d'éponge pour absorber toutes les énergies, toute l'attention qui a été donnée aux JO après. Et avec les cérémonies de fermeture, ils n'ont fait que confirmer ce à quoi servait cette énergie. C'est dans l'image de la cérémonie de fermeture avec cet être lumineux qui chute. Okay? Cet être lumineux qui chute, l'affiche, voilà. Cet être lumineux qui chute, c'est actuellement l'incarnation de Ahriman, certains l'appellent l'Antichrist, etc., qui descend sur la terre. Et en fait, c'est celui qui a pris le flambeau, c'est le même qui est dans le bateau, c'est le personnage principal des cérémonies. Et c'est pas Lucifer, c'est pas le même ou quoi? Parce que moi c'était Lucifer dans ma tête. L'ange déchu qui tombe sur la terre. Moi c'est ça qu'on m'a évoqué. Lucifer, Lucifer et Satan sont deux choses qui sont connectées. Ok? Et ces deux choses connectées font l'homme. Ok? C'est pour ça, si on va dans, c'est ce que je vais faire avec Y-Files, là je vais aller à fond dans la symbolique pour que tout soit clair ce que je dis. L'homme, ok, l'homme, c'est l'équilibre entre Lucifer qui représente, tu sais, les forces spirituelles, les forces, waouh, on est tous super, machin, et Satan c'est le principe matériel. Naturellement, ceux-là, ils sont pas mauvais. C'est quand il y a un déséquilibre entre les deux que les problèmes commencent sérieusement, en fait. D'accord? Et donc là, ce qu'il te dit, c'est qu'avec le temps, bien sûr, l'humain a donné vie à ces êtres et il les a transformés. C'est l'humain qui a créé Satan. Sinon, Satan, c'est le principe matériel, c'est pas mauvais. Mais l'humain l'a utilisé comme bouc émissaire depuis le début de la création. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Les caprices de la matrice, épisode 1. Comme je l'avais annoncé, je démarre une série de vidéos consacrées au symbolisme occulte dans notre quotidien, à notre perception de la réalité, au mystère, à l'ésotérisme. Voilà. Donc je sais pas trop, j'ai rien de planifié. Je vais avancer à tâtons. Je vais essayer de convaincre personne. Vous croyez ce que vous croyez. Vous voyez ce que vous voyez. Mais je vais vous proposer, vous montrer des éléments qui sont surtout destinés à vous faire réfléchir. Le symbolisme occulte, satanique pour certains, on en a beaucoup parlé à l'occasion des cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux Olympiques de 2024. Donc on va l'évoquer. Et j'avancerai ensuite, je pense, je reviendrai peut-être sur des événements passés, mais on va avancer au fur et à mesure de l'actualité. Parce que très certainement l'actualité va encore être riche en rebondissements, en événements intrigants, loufoques, et qui vont certainement nous amener à réfléchir et qui vont apporter de l'eau à mon moulin. Je n'ai d'avis tranché sur rien. Je prends acte de certaines choses qui se passent, de certaines choses qui me frappent, qui m'interrogent. Et j'ai juste envie de les partager avec vous. Donc allons-y. Je commence par une petite anecdote. En novembre 2009, je suis allé présenter mon 4e roman, La communauté de Thésée, sur une petite radio locale. Et j'ai été interviewé par une animatrice.
L'interview s'est bien déroulée jusqu'à une intervention de l'animatrice qui m'a fait tiquer et qui illustre très bien ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, je vais vous faire écouter un court extrait de cette émission. Ça dure 1 minute environ et je vais commenter ensuite. Voilà, il y a 2 personnages qui sont voisins de palier, qui ne se côtoyaient pas spécialement jusqu'à ce fameux voilà, soir. jusqu'au commencement du roman finalement. Ouais. Et là-dessus se greffe un 3e personnage qui est un détective privé. Et l'amitié va se nouer autour d'une enquête que vont mener ces 3 personnages et qui va les mener justement dans des théories. Alors c'est une fiction, mais ça les entraîne sur un terrain qui est tout à fait réel, c'est-à-dire celui de l'évolution de notre société au travers de ce qu'on appelle les théories du complot et d'événements et d'éléments très concrets et voilà, qui nous concernent tous. Alors avant de parler de ces théories très mystérieuses, du complot qui ne nous touche pas tous. Alors, les théories du complot qui ne nous touchent pas tous, nous dit cette animatrice. Alors, non seulement sa conclusion est d'une impolitesse crasse, puisqu'elle ne me donne pas l'occasion de répliquer, de répondre et de développer. Elle ne me relance pas la question pour me demander voilà, un petit peu de préciser mon propos. Mais en plus, sa formule témoigne d'une certaine arrogance. Puisqu'en prétendant que ce que j'appelle les théories du complot ne nous touchent pas tous, c'est-à-dire que ça ne la touche pas elle. Elle se place donc au-dessus des réalités dont je parle. C'est très intéressant car on touche déjà du doigt mon propos, celui de la perception de la réalité. En disant ça, l'animatrice nous dit que les décisions politiques qui formatent la société ne subissent pas d'influence autre que celle des électeurs et des contribuables. Il n'y a pas, selon elle, d'empreinte occulte sur les décisions politiques. Alors je vais vous faire écouter maintenant un extrait audio qui date de 1975. C'est un extrait d'interview de Richard Dupuis, qui à l'époque était grand maître de la Grande Loge de France. Nous sommes très ritualistes. Nous travaillons à la gloire du grand architecte de l'univers, qui symbolise la loi cosmique dont nos adeptes viennent rechercher la connaissance dans la loge. Ce qui est un langage un peu hermétique pour celui qui est pas initié. Non, pas pour vous, monsieur. Vous êtes un journaliste averti, vous savez, vous avez l'habitude de ces questions. Et puis je ne crois pas que le public français qui nous écoute et qui nous regarde aujourd'hui soit choqué par le vocabulaire que j'utilise. Il lui est devenu familier, car depuis plusieurs décennies, nous exposons nos voix et nos moyens. Timidement. Non, pas timidement, dans la mesure où nous pouvons divulguer nos ambitions, nos techniques et nos méthodes sans violer le secret fondamental. Précisément cette notion de secret, oui. Où elle commence et où elle finit. Nous n'avons pas le droit de diffuser et de divulguer nos rites et nos symboles, mais si vous promenez sur les quais, pour 25 centimes, vous allez pouvoir acheter des rituels, et quelquefois des très beaux rituels anciens. Donc le secret n'est pas là. Le secret, en vérité, il est incommunicable, et il est inviolable parce que incommunicable. C'est le secret de l'initiation. La semaine prochaine, vous allez être reçu par le président Giscard d'Estaing. Est-ce que ce n'est pas un acte politique ? Tout ce que nous faisons peut revêtir un caractère politique, c'est une évidence. La démarche que j'effectue auprès du président de la République est une démarche traditionnelle. Une grande loge maçonnique est une organisation nationale, indépendante et souveraine. Et il est normal que le chef d'une puissance maçonnique rende la visite traditionnelle au chef de l'État. C'est une visite protocolaire. C'est une visite protocolaire, c'est une visite de courtoisie. Il est possible qu'avec le président de la République, nous discutions de problèmes qui intéressent à l'heure actuelle l'ensemble de la nation, car la Grande Loge de France est à la disposition de la nation française. Et si nous pouvons aider ceux qui sont responsables de la vie de la nation
à résoudre un certain nombre de problèmes, nous le ferons volontiers. Tout ce que nous faisons peut revêtir un caractère politique. C'est lui-même qui le dit. Le grand maître d'une confrérie occulte admet que toutes les réalisations de sa confrérie sont susceptibles d'avoir un retentissement politique, c'est-à-dire une influence sur la vie quotidienne de vous et moi, y compris de notre amie animatrice radio, même si d'après elle, ça ne la touche pas. Donc on va voir ça un peu plus en détail à travers une petite vidéo sur la franc-maçonnerie, et je vous retrouve après. On nous dit à la fin de la vidéo que on doit à la franc-maçonnerie la liberté de la presse. C'est tout à l'honneur de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, ça arrange bien notre animatrice radio. Pourtant, ça ne la touche toujours pas. Alors, sur la liberté de la presse, il y aurait beaucoup à dire, surtout depuis la crise sanitaire, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Je voulais, pour commencer cette série sur les théories du complot et les mystères, prendre l'exemple de cette animatrice radio qui s'est placée comme ayant une perception opposée à la mienne, mais qui est pourtant aussi concernée que moi et que n'importe qui par les influences occultes dans la politique et les autres domaines de la société. Alors je ne vais pas me fixer sur la franc-maçonnerie, mais je suis bien obligé d'en parler un petit peu. Et c'est vraiment la question de notre perception de la réalité qui m'intéresse. Et qui dit franc-maçonnerie dit symbolisme. Et qui dit symbolisme nous renvoie aux cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux Olympiques. Je vais vous passer un petit extrait d'une vidéo de la chaîne F2 News, assez brève, qui parle de l'affiche des Jeux Olympiques, affiche officielle. Alors, le spectacle était centré sur ce personnage qui nous avait été présenté dans l'affiche. Cette affiche dont on a parlé hier, avec, franchement, ça ressemble quand même à la chute de Lucifer. À la limite, il serait en train de descendre comme un archange avec les pieds vers le bas. Là, il chute, là, en fait. Le chute d'un être supérieur, vu qu'il est doré, vers le monde. C'est un peu bizarre, ok. Bon, de toute façon, tous ces gens sont imprégnés de luciférisme. Qu'est-ce que vous voulez? Certains appellent ça satanisme. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit du satanisme. Je pense que le luciférianisme ou luciférisme, je ne sais pas comment on se dit, c'est plutôt une sorte d'émancipation des anciennes pensées et des cultes. En gros, c'est l'homme qui se réapproprie son destin et qui décide de passer outre la croyance en un Dieu et comprend que Dieu c'est lui en fait. Je pense que c'est ça en fait l'essence même de ce que nous vendent nos élites, ça vient de la franc-maçonnerie, etc. Je sais pas, honnêtement je sais pas, je suis pas un expert de la question, mais je crois que c'est ça officiellement le truc, même si des rumeurs courent sur le fait qu'arriver à très haut niveau au sein de la franc-maçonnerie, tu dois prêter allégeance à Lucifer, et tu fais des trucs sataniques. Bon, franchement, j'en sais rien, je m'en fous un peu. Mais voilà, s'ils voulaient du grain à moudre, s'ils voulaient donner du grain à moudre aux complotistes, ils n'auraient pas fait mieux, honnêtement, parce que là, vraiment, surtout quand on met en place une symétrie sur un axe vertical par rapport à cette image, et qu'on l'inverse, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire, on met juste l'image à l'envers, le haut vers le bas, et on met une symétrie juste sur le ventre du petit personnage doré, voilà ce que ça donne. Voilà, alors c'est vrai qu'on peut voir une tête de démon en haut, une tête entre Alien et le diable, je ne sais pas trop. Ok, c'est sûrement un hasard, peut-être qu'en torturant,
en mettant un effet miroir sur toutes les images du monde, on peut obtenir des choses équivalentes. Je n'en sais rien. Je trouve ça quand même relativement étrange, surtout que si on regarde du coup ce que forment les deux personnages en bas, on peut y voir une forme de masque, un petit peu comme les Chevaliers du Zodiaque. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, une sorte de masque comme ça là, qui entoure avec 2 cornes en fait. Le bas, ça fait comme un masque pour les yeux, un peu comme Sauron. Vous voyez, ça fait un peu le masque de Sauron. Voilà. Bon. Après, comme je vous le dis, en torturant tout, hein, tous les packaging, toutes les images, tous les lettrages, on peut obtenir des choses. Donc voilà, ça ne veut rien dire. Mais quand même, je veux dire, en sachant qu'ils ont été accusés déjà comment dire, de subversion satanique lors de la cérémonie d'ouverture, ils auraient pu faire un peu plus attention. Peu importe, peu importe. Voilà, cette petite vidéo vous donne un aperçu des questions qu'on peut se poser par rapport à une affiche. Et maintenant, on va rentrer dans une analyse des premières minutes, juste des premières, même pas, allez, on va dire de la première minute de l'ouverture des Jeux Olympiques. Alors là, j'ai emprunté un extrait assez long de la chaîne ADNM, alors, qui n'est pas une chaîne YouTube d'ailleurs, hein, c'est un site, puisque ADNM, anciennement les décodeurs, ont été bannis de YouTube à une époque. Et alors leurs vidéos maintenant on arrive à les trouver sur YouTube, mais ils n'ont pas de chaîne à eux. Alors cet extrait est assez long, mais assez détaillé, donc c'est très intéressant de voir comment quand on prend le temps d'étudier et d'observer, on comprend les références qui sont données. La vidéo dure environ un quart d'heure et ne traite que de la première minute de cette cérémonie d'ouverture. Donc vous imaginez s'il fallait décrypter le symbolisme de toute la cérémonie, comme le dit Léo d'ADNM, il y en aurait peut-être pour 2 heures. Allez, on regarde ça et je vous retrouve après. Donc tout ça pour dire que cette histoire de symbolisme, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie d'entrer dans les détails de toute la cérémonie parce qu'il y en aurait pour 2 semaines. Mais je vais vous montrer ce que moi m'a tout de suite donné la couleur et j'ai su ce qui allait suivre en fait. Ça vous dit? Allez, vas-y. Ouais, vas-y. Alors, au début, vous vous rappelez de ce plan-là? Parce que je ne peux pas passer des extraits, sinon ils vont couper la vidéo. Vous vous rappelez de cet extrait où tu as Jamel Debbouze qui arrive au stade et en fait, il avait oublié que la cérémonie sera faite dans la ville, tu vois. Et là, tout d'un coup, il y a Zizou qui débarque, tu vois. J'attire votre attention sur ce petit détail, ce petit extrait de 5 secondes, on peut le passer. Écoutez bien ce qu'il dit. Oh, Jésus-Christ, c'est bon. Ça brûle. Il dit Jésus-Christ. Donc Jamel regarde Zidane et il l'appelle Jésus-Christ. Ok. Et après il dit ça brûle. Ouais. Qu'est-ce que le Christ avait dit? Je vous baptiserai par le feu. Ok. Donc c'est clair, Zidane dans cette image représente le Christ. Et il reçoit la lumière. Il dit, je vais m'en occuper. Et il va aller emmener ensuite dans des scènes. D'ailleurs, pour confirmer, écoutez ce qu'il dit à la fin. Merci Zizou. Tu vois, c'est pas Zizou, c'est Jésus. Tu vois, c'est dit, donc il confirme. Et donc, Zidane ensuite, il va dans cette ville qui semble être dans les années 60, tu vois. Donc on est un petit peu encore à la période où un homme était un homme, une femme était une femme. Ok. Et il avance par là et il va dans le métro, au souterrain. Ok. Donc c'est la période où la conscience, parce que le Christ représente la conscience, donc entre sous la terre.
dans la Sous la matière. terre, ça veut dire il y a plus de on est dans cette période-là. Elle a commencé avec les 2 éclipses aux États-Unis. Elle a commencé donc pendant 3 ans et demi. La conscience christique va regarder de loin, tu vois, la situation, et puis elle laisse place aux autres forces pour que l'équilibre soit ramené sur la terre. Et donc cette conscience, elle va au souterrain. Et il se passe quoi? Il se passe que, hop, elle reste coincée. Vous vous rappelez de ces scènes? C'était au tout début. Moi, j'ai pas vu ce passage. Moi, j'ai commencé à voir quand il était sur la scène et tout ça, mais cet extrait-là, je l'ai pas vu, donc je suis intéressé. Ça, c'est le tout début. Ça commence Ok. comme ça, en fait. Ça commence comme ça. Et c'est là où il te donne la couleur. Et donc, le Christ est en souterrain, et hop, le métro reste coincé. Ok? Il reste coincé, et là, vous avez ces 3 enfants qui l'avaient suivi depuis le parc, qui vont aller prendre le flambeau, la lumière. Okay? Donc les enfants, les 3 enfants représentent le futur. Le futur des 3 aspects de l'humain, c'est le ventre, le cœur, le cerveau, ou la volonté, les émotions et la pensée. Ou tu peux voir ça de plein de façons différentes, mais c'est ces 3 forces qui œuvrent à travers nous, en fait. Et donc, c'est le futur de ces forces-là qui prend la lumière, ok, et qui va où? Tout de suite va dans les catacombes. Ils vont dans les catacombes. Pourquoi les catacombes existaient? Je sais qu'il y a beaucoup de cadavres à l'intérieur, là, beaucoup de... C'était quoi? C'était C'est un leur but numéro endroit 1 obscur avec beaucoup de morts dedans. Ouais. Okay? Donc il te dit, la lumière va dans ce sens-là. Okay? L'avenir de ces 3 forces va vers la mort. Ils te le disent. Et ensuite, comme ça, il n'y a pas de secret. Hein. Il y a ce personnage-là qui était le personnage principal des JO, qui est un personnage sans visage. Voilà. Sans visage, et qui reprend le flambeau et qui prend les 3. Il prend le futur de ces 3 forces, il les met sur son bateau, il les emmène. Et la scène d'après, c'est... Attends, mais il n'y a pas une petite référence à Chiron? Tu sais, le gars qui le fait Styx et tout ça, passeur d'âme. C'est clair qu'il y a une référence à la mort. Oui, mais c'est ça que je dis. Hein, là, ça confirme ça, en fait. C'est le passeur d'âme. En fait, il donne le flambeau à lui. Donc les forces de la mort, représente une Alors attention, justement, c'est pour ça que je ne veux pas trop entrer dans le détail, parce que il y a tellement de confusion au niveau des symboles. Tout ce qui est dit là, dans cet extrait-là, c'est quelque chose qui est en train de se faire en ce moment. Ils t'annoncent rien. Ils ne t'annoncent rien. Ils te disent ce qui est en train de se passer. Les initiés qui regardent ça, ils comprennent parfaitement de quoi il s'agit. Et en fait, ils essaient de mettre ça au subconscient des gens simplement pour qu'ils ne soient pas tenus responsables de ce qui arrive. Tu sais, ils doivent révéler. Et aussi révéler. pour le faire matérialiser, hein, parce qu'une des principes des lois naturelles là, qu'on avait vu dans le Kybalion et dans ce genre de choses, c'est qu'avant que quelque chose existe dans le réel, il doit exister dans la pensée. Donc en fait, c'est un des rôles de toutes ces cérémonies. C'est ça, ouais, il te l'injecte, toi tu t'en rends pas compte, mais c'est le prémisse avant que... Ça va dans le subconscient. C'est ça va dans le subconscient. Et donc, quand le futur de ces 3 forces se donne à la mort finalement, le plan d'après, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais zoom sur Macron et la tribune, en fait. Avec entre Macron parenthèses, tribune dans lequel il y avait un taureau doré là que l'on voit là sur la gauche du dessin là, qui n'a rien à y foutre. Alors justement, le taureau, c'est un symbole saint. Ce n'est pas un mauvais symbole. Il faut arrêter avec... Enfin, un taureau, c'est un animal créé par la création et le créateur, Dieu. Okay? C'est un animal qui symbolise la persistance. Tu sais, genre, je ne m'arrêterai pas. Je continue. Après, il y a quand même des références assez dark au taureau. Que ce soit le veau d'or, que ce soit le culte de Mitra, que ce soit même Wall Street. Non, mais justement, Wall Street, ils utilisent ce symbole pour programmer leur subconscient, pour pouvoir continuer à être persistant. Les symboles servent à programmer ton subconscient. Et donc, ce n'est pas le taureau qui a un mauvais symbole. Mais par contre, là, c'est eux qui utilisent le taureau pour dire, nous qui avons le pouvoir, avons... Et le fait qu'il soit en or, ça t'interpelle pas plus que ça? Comment Le fait qu'il soit en or,
Enfin, je veux dire, le taureau, il est doré, le veau d'or. Enfin, je veux dire, moi, c'est ce qui m'est venu immédiatement. Alors, en tête, le veau d'or symbolise justement, ce sont des symboles plus profonds que juste noir et blanc, comme on a tendance à les faire, tu sais, le symbolisme du dimanche. J'ai appris à faire très attention avec ça parce que il y a des symboles qui sont juste, parfois, ils donnent une force. Et selon qui va les utiliser, bah, il va faire ce qu'il veut avec ça. Bien sûr, il a aussi des symboles négatifs. Mais un taureau en or, en soi, ce n'est pas un symbole négatif. Ce qui devient négatif, c'est quand l'humain se met à idolâtrer cette chose-là. Et à croire que c'est cette chose-là qui lui donne. Et ça l'éloigne du divin, si tu veux. Et il se dit, non, ce n'est plus Dieu, c'est le taureau en or qui me donne ça. Ça, c'est un problème. Mais le symbole du taureau, en soi, n'est pas mauvais. Moïse, il n'a pas pété un plomb parce que les humains avaient fabriqué un veau d'or. C'est parce qu'ils idolâtraient le veau d'or. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça, c'est parce que j'ai remarqué qu'il y a énormément de malentendus avec les symboles et je me dis, je ne vais pas commencer dans l'analyse détaillée parce que je vais passer des heures et des heures à essayer d'expliquer ça d'une manière objective. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont péter un plomb. Ils ont leurs idées conçues du symbolisme, ils vont dire « Ah, mais les maçons, ils ont ces symboles-là, machin, machin. » Et si je vous disais que si les francs-maçons, ils ont tant de pouvoir, c'est parce qu'ils utilisent ces symboles. Et ce sont ces symboles qui leur donnent du pouvoir. Juste question. Oui, Nico. Oui, mais tiens, encore un meilleur exemple avec, tu sais, les Allemands, ils ont fait la croix gammée. Il y a la swastika. Ils ont récupéré un des symboles les plus puissants et les plus beaux de l'humanité pour se servir d'eux-mêmes. C'est un symbole qui servait à la méditation, qui représentait le mouvement du monde, la fertilité, comment dire, tout ce qui tourne en fait, donc tout ce qui vit, et tout ce qui se passe dans le monde. Donc l'univers. Voilà, et ils l'ont utilisé et maintenant c'est un symbole prohibé carrément. Ouais, parce qu'en fait tout le reste, c'est à partir du moment où le Christ reste coincé dans le métro, qui est leur volonté. À partir de là, c'est la dernière fois où on voit un homme viril, masculin, bien présenté. À partir de là, il n'y a que voilà, les choses qu'on a pu voir, parce que j'ai pas de nom, excuse-moi. Je vais conclure là-dessus ce premier épisode des Caprices de la Matrice. J'espère que ça vous aura donné un petit aperçu de ce que j'essaie de faire à travers cette série. Vous pouvez vous demander éventuellement ce que ça vient faire sur une chaîne YouTube qui est censée être consacrée aux écrivains, aux auteurs, aux livres, à l'écriture. D'une part, les théories du complot, l'ésotérisme a toujours fait couler beaucoup d'encre. C'est aussi une source d'inspiration pour énormément d'écrivains, d'artistes, pour moi. Si vous avez suivi le raisonnement que j'ai tenu dans la vidéo de présentation de l'Ami des auteurs 2.0, vous avez compris qu'on est dans la logique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intrigué, qu'elle vous aura mis en éveil, qu'elle va vous pousser à la réflexion, qu'elle va vous pousser à observer votre réalité quotidienne d'un œil nouveau. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo normale de la chaîne. Je me donne un mois environ pour vous proposer un deuxième épisode des Caprices de la Matrice. Dites-moi si ça vous a plu en commentaire, si vous n'avez pas aimé, si je parle trop lentement, si je bafouille trop. Ça, c'est pas la peine de me le dire, je le sais déjà. C'est pour ça que je travaille dessus. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez regardé les cérémonies d'ouverture et de fermeture des JO? Personnellement, je ne les ai pas regardées. J'ai pas envie de polluer mon âme avec ça. Et voilà, si vous avez des choses à dire là-dessus, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça.
N'hésitez pas à vous abonner si, malgré mon débit très lent et très hésitant, vous voulez encourager mon travail, vous aimez bien ce que je fais. Et parlez-en autour de vous, faites connaître la chaîne. Et si vous voulez me soutenir, achetez mes livres. Regardez mon dernier roman, Les légendes méta-urbaines de Cryptopolis, disponible sur Amazon. Ma BD, Les aventures de Dartignac, également sur Amazon. Justice. Et voilà. Et tous les autres. Lisez-moi. Merci. À bientôt les scribouillards.